Bonjour à tous. Donc cette vidéo traite uniquement de la votation du 13 juin 2021. Ma position est une position à 90% juridique, assez technique et très documentée, mais je vais tâcher au mieux de la rendre accessible à tout un chacun. Donc il ne devrait pas être nécessaire d'avoir tout lu et compris à la législation Covid pour me suivre ici. A l'inverse, pour les experts et autres juristes, mes explications peuvent paraître peut-être trop simplistes par moments ou trop résumées, car cette vidéo ne peut non plus durer des heures. Donc je vous demande de m'excuser également si j'évoque peut-être des évidences. Je pense que mon analyse sera en principe de toute façon plus étayée que dans le camp de nos adversaires qui sont pour un oui à la loi Covid, vu que leur argument principal apparemment est de dire que si la loi Covid tombe, il y aura un fort risque que les aides financières soient coupées. Je ne suis même pas certaine d'avoir parfaitement compris jusqu'à où ils voulaient exactement aller avec ce genre de théorie tirée par les cheveux. S'ils prétendaient que les aides financières allaient être coupées pour l'avenir ou avec un effet rétroactif. Nous analyserons leurs arguments dans la seconde partie de cette présentation, à savoir cette vidéo ou la suivante, mais qui paraîtront dans le même temps. Donc le Conseil fédéral, soutenu par la majeure partie du Parlement, use d'une double menace, à la fois sanitaire et à la fois d'une menace bien plus concrète pour certains, vu qu'elle est d'ordre économique. Alors, c'est certainement très malhonnête et même vicieux de leur part, mais assez habile, il faut bien l'admettre. Je considère que leur position juridique ne tient en rien la route et je me permets ici de la contredire. Comme je suis juriste, lorsqu'on soutient une position aussi indéfendable que celle des partisans de la loi Covid d'un point de vue juridique, on devrait encourager, à mon sens, la plupart de nos politiciens à juste aller suivre des cours de droit à l'université, ou à tout le moins accepter de se faire conseiller par des personnes plus compétentes. Navré si j'ai parfois des propos un peu crus ou provocateurs, mais avec le raisonnement juridique foireux que la majorité du Parlement tient actuellement, j'ai un peu l'image de politiciens qui essaient de vouloir enfoncer des ronds dans des carrés en forçant, comme pour les jeux des enfants de 3 ans. Vraiment, ouvrez les yeux, lorsqu'on y regarde de près, ce que ces politiciens veulent nous faire gober ne tient pas 30 secondes. Par contre, je vous accorde que nos autorités, en particulier le Conseil fédéral, a un peu tout enfumé, donc j'espère que vous me permettrez quelques traits d'humour, afin de rappeler simplement qu'au niveau juridique, comme au niveau du pur bon sens, un rond ne sera certes manifestement jamais un carré, contrairement à ce que monsieur Alain Berset et consorts essayent de soutenir. C'est comme les lois de la physique, on ne peut pas juste dire n'importe quoi en politique parce que ça nous arrange. Sinon, autant directement mettre toutes nos lois à la poubelle. L'analyse se fait sur 2 grands axes. D'abord, montrer pourquoi le non est nécessaire. En d'autres termes, pourquoi et en quoi la loi Covid est une très mauvaise loi, mal rédigée, qui est à la fois lacunaire et à la fois regroupe des points qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Franchement, si j'avais moi-même rédigé une loi pareille, je vous dis, j'aurais honte d'un résultat si calamiteux. Juste uniquement déjà d'un point de vue de la forme. Dans la loi Covid, qu'on va analyser en détail, si on veut le résumer ainsi, il n'y a ni but précis, ni unité de la matière. Et rien que pour cela, elle mérite d'être annulée. On doit toujours comprendre précisément ce que dit et veut une loi. C'est le cas notamment de la loi sur les épidémies, on la comprend. Par contre, la loi Covid est juste objectivement nulle. Et là, je ne parle même pas de son impact, mais juste de sa lettre, de sa rédaction, de son organisation bordélique. Il n'y a pas d'autre terme. La deuxième partie de la présentation est développée surtout pour une partie des auditeurs qui est déjà convaincue autant que moi que la loi Covid est une aberration juridique, très mal rédigée, mais ne veulent cependant pas voter non ou s'abstiennent, voire même votent oui par simple peur que l'on puisse leur couper leurs aides financières. Donc pour commencer avec la portée et l'impact de la loi Covid, ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que si la loi Covid tombe, la plupart des mesures ne prendront pas fin car elles reposent sur la loi sur les épidémies. Par exemple, la quarantaine et les mesures de l'ordonnance Covid-19 du 19 juin 2020, imposant notamment le port du masque obligatoire, ordonnance qui découlerait directement de la LEP, la loi sur les épidémies, selon le message sur la loi Covid du Conseil fédéral du 12 août 2020 notamment. L'article 40 LEP permet notamment une interdiction totale ou partielle des manifestations. Mais toutefois, l'article 31 alinéa 1 de la loi sur les épidémies expose que toutes les mesures de contrainte ordonnées par les différents articles de la loi doivent en tout cas être proportionnées et également réexaminées régulièrement. Cette exigence de réexamen constant ne semble par contre pas apparaître dans la loi Covid.
Ainsi, la loi sur les épidémies donne une certaine sécurité et limite le champ d'action du Conseil fédéral, au contraire de la loi Covid, ces dernières leur laissant une latitude d'action beaucoup plus étendue, à tout le moins en pratique. Sans être utopiste, malheureusement, et penser que tout ce chaos ambiant prendra fin avec cette loi Covid, ce n'est pas pour autant, à mon sens, qu'il faut accepter cette loi qui introduit ou au minimum exacerbe dans l'ordre juridique suisse 4 composantes principales que je juge en tout cas inadmissibles. La première, c'est un renforcement injustifié et illégitime des pouvoirs du Conseil fédéral à l'article 1 et 1A de la loi. La deuxième, c'est la mise en place d'un passeport vaccinal, plutôt nommé certificat sanitaire, tel que décrit à l'article 6A de la loi Covid. La troisième, c'est un système de traçage complet et efficace des contacts, système dit TTIQ, je crois que ça se dit comme ça, à l'article 3B de la loi. Et la quatrième et dernière, c'est un soutien financier à la presse qui vient s'incruster aussi subversivement qu'étrangement dans la loi Covid, à l'article 14 de la loi, sans que le message du Conseil fédéral ne donne d'explication convaincante à ce sujet, comme on le verra. Donc la première critique, c'est un renforcement illégitime des pouvoirs du Conseil fédéral. Si vous prenez une loi formelle habituelle, généralement la loi en son article 1er énonce toujours la matière qu'elle entend traiter. Par exemple, la loi sur les épidémies, dont nous allons aussi parler, est libellée comme suit. La présente loi règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet. Voilà, citation de l'article 1er. Donc, on s'attendrait assez logiquement à ce que la loi Covid soit libellée dans un sens assez ordinaire. Par exemple, la loi Covid traite des mesures sanitaires et économiques afin de lutter contre le Covid-19. Ou, vu que la plupart des mesures sanitaires réellement utiles ont déjà leur contenu dans la loi sur les épidémies, un libellé qui traite spécialement et uniquement des mesures dites financières. Par exemple, la loi Covid traite des mesures économiques en vue de protéger certains secteurs ou certaines professions particulièrement touchées par les mesures prises en relation avec le Covid-19. Mais à la place de ce genre d'intitulé, on a le suivant qui est en décalage total avec ce qui est légalement usuel. Je cite à l'alinéa 1 de l'article 1. La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l'épidémie de Covid-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l'économie et les autorités. Donc, les conséquences des mesures de lutte sur les autorités, déjà, on ne voit pas très bien ce qu'ils veulent dire. Le texte n'est pas extrêmement clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Que l'article soit général pour avoir une portée générale, alors ça fait sens, il n'empêche que l'on doit comprendre où la loi s'étend venir et quel est l'objet exactement qu'elle entend traiter. A noter que les autres alinéas de l'article 1 ne vont pas en s'améliorant, car c'est toujours la compétence du Conseil fédéral qui est centrale. L'article 1A de la loi Covid est plus affligeant car le Parlement n'assume en rien son rôle de législateur et se contente lâchement sans doute de remettre le bébé au Conseil fédéral, vu que ce dernier a, comme on vient de le voir, champ libre pour, je cite, définir les critères et les valeurs de référence relatifs aux restrictions et aux assouplissements concernant la vie économique et sociale. Bon, vous pourriez me dire, et alors, il faut arrêter d'être procédurier, être plus pragmatique. Cependant, si vous prenez le temps de lire le rapport d'élaboration de la loi du 12 août 2020, vous verrez que nombre d'associations et de groupements avaient déjà formulé une critique dans le sens que la loi donnait un immense pouvoir au Conseil fédéral, ce qui n'est pas anodin pour le genre de démocratie à laquelle nous sommes habitués. Covid ou pas Covid. La démocratie suisse est une démocratie où le Parlement est censé avoir davantage de pouvoir que le gouvernement et même que le tribunal fédéral. Ce n'est pas comme en France ou aux États-Unis où le président a beaucoup plus de pouvoir. Donc, et heureusement, parce que je ne sais pas si vous voulez vivre dans un système comme la France avec un Macron qui vous gouverne, mais je vous conseille de réfléchir à cela car si vous acceptiez la loi Covid, ça allait à grands pas suivre le modèle de la France et d'autres États aux mesures extrêmes. Il sera trop tard pour vous plaindre ensuite. En résumé, ce qui est juridiquement faux dans cette loi, c'est que cette dernière devrait au moins définir les grands principes, c'est-à-dire les normes primaires de la matière qu'elle entend traiter. Qu'ensuite les détails, c'est-à-dire les normes secondaires en jargon juridique, soient délégués à l'exécutif dans une ordonnance du Conseil fédéral, c'est fréquent.
Mais pour déléguer des normes primaires, à savoir des normes importantes restreignant les droits des citoyens suisses, à l'organe exécutif, il aurait fallu observer des conditions qui ne sont pas remplies en l'état. Ces conditions juridiques sont les suivantes. Donc, la première, c'est que la loi au sens formel qui contient la délégation à l'exécutif doit être limitée à un domaine déterminé. Là, déjà, on a remarqué qu'il y avait un problème au niveau de l'unité de la matière. La deuxième, les principes généraux doivent toujours être appliqués, par exemple la proportionnalité et l'intérêt public doivent être suffisants. La troisième, c'est les règles les plus importantes doivent dans tous les cas être contenues dans la loi au sens formel. C'est douteux, comme on le verra aussi dans la deuxième partie de l'exposé, le Conseil fédéral a pris des décisions qui avaient une grande portée sans forcément s'appuyer sur une base légale du Parlement, dans leur politique d'indemnisation notamment. Enfin, le quatrième point qui n'a pas été respecté dans le cadre de la délégation du législatif à l'exécutif, c'est que cette délégation doit clairement être définie et ne doit pas être outrepassée par l'exécutif. En ce sens, l'article 1 de la loi Covid fixe une délégation générale. Juste déléguer toute la question Covid, la globalité de la question Covid au Conseil fédéral ne saurait être suffisant et juridiquement correct. D'ailleurs, on ne sait souvent pas sur quelle législation le Conseil fédéral s'appuie pour agir finalement. Est-ce qu'il agit par le biais de la Constitution, par rapport à des normes qui sont contenues à la base dans la loi Covid, des normes d'application de la loi Covid, ou s'il applique la loi sur les épidémies ou la loi sur l'assurance chômage. Quelle est la base au sens formel? En tout cas, il ne peut pas simplement agir selon son bon vouloir et restreindre les droits des individus sans une base légale claire. Malheureusement, actuellement, on est un peu perdu dans ce magma je ne sais pas si c'est sciemment que le Conseil fédéral a cherché à noyer le poisson, mais en tout cas, il y a beaucoup d'incohérences et de choses qui sont inexpliquées et juridiquement incorrectes. La plupart des dispositions, y compris les aides financières, prendront de toute façon fin, d'après cette loi urgente, au 31 décembre 2021. D'ailleurs, si vous lisez correctement l'article 15 de la loi Covid traitant les pertes de gains pour personnes ayant interrompu leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter la crise Covid, ces mesures prendront fin encore plus tôt, à savoir le 30 juin 2021, donc à la fin de ce mois. Les aides ne seront plus octroyées d'après la loi Covid, au sens de l'article 21, alinéa 5 de la loi Covid. Donc ça veut dire que vous ne pouvez de toute façon et en aucun cas compter sur cette loi pour une pérennité quelconque de vos aides financières. C'est on ne peut plus clair selon le texte de la loi. Par contre, et là je demande toute votre attention, l'article 1 de la loi qui délègue une compétence toute générale et inadmissible à mon sens au Conseil fédéral restera valable jusqu'au 31 décembre 2031 en application de l'article 21 alinéa 6 de la loi Covid. En résumé, le Conseil fédéral pourrait s'appuyer sur la loi Covid pour prendre les mesures qu'il entend et priver les individus de leur liberté pendant 10 ans si la loi entre en force en l'état sans être révisée. C'est un risque sérieux et tangible en tout cas. Alors évidemment, certains politiciens, menteurs et sournois peut-être, vous diront « Oui, mais c'est un seul article qui reste en vigueur et juste limité au virus Covid ». Mais il ne faut pas être naïf, le Conseil fédéral pourra très bien avoir un prétexte d'un virus mutant notamment pour intervenir, ou je ne sais quel autre prétexte. En quoi cela change que l'article 185, par exemple, Constitution, soit appliqué à la place, vous me demanderez. Eh bien là, leur compétence grâce à cette loi Covid peut durer dans le temps et sans que le Parlement et encore moins le peuple ne puissent s'en mêler. Franchement, réfléchissez, à part l'article 1 de la loi Covid, un seul alinéa d'un seul article de cette loi, à savoir l'article 9, lettre C de la loi Covid, sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2031. Ce n'est pas un alinéa qui porte sur une aide financière, mais la question des avis aux juges qui doivent être faits en cas de surendettement. Ni la question pourtant liée d'un concordat en cas de faillite, ni d'autres éléments de la loi ne seront prolongés.
aussi loin dans le temps. Donc tout s'arrête bien avant 2031, à part cet alinéa de cet article 9, complètement isolé, et l'article 1. Il fallait sous un prétexte manifeste pour maintenir cet article 1, donc les compétences et la délégation générale au Conseil fédéral. Donc il fallait un prétexte effectivement pour maintenir cette compétence jusqu'en 2031, ce qui est quand même assez choquant. Donc la délégation illicite, pourtant qui risque de permettre au Conseil fédéral de naviguer toujours plus loin et imposer des mesures à tout va sous le couvert d'une loi formelle, même totalement imprécise, va perdurer. C'est un risque. Les autorités peuvent toujours raconter au peuple qu'ils les croient sur parole, qu'ils font une interprétation extensive de la loi, de la base légale, ou qu'ils restent pragmatiques. Et de toute façon, ils sauvent des vies, alors on peut parfaitement leur faire confiance, évidemment. Je rigole, bien entendu. Je pense que vous avez compris le problème. S'il y a des conditions strictes imposées de délégation législative, ça n'est pas juste pour faire joli. Ce sont des garde-fous démocratiques et constitutionnels importants. C'est une exigence juridique, de base. Les autorités semblent avoir donné une sorte d'illusion démocratique avec une loi urgente soumise à référendum car ils se rendaient effectivement compte qu'ils pouvaient exercer des pressions financières et politiques pour que la loi urgente soit finalement acceptée, malgré un mécontentement sensible d'une bonne partie de la population. Mais le Parlement aurait eu d'autres instruments législatifs et aurait eu en effet loisir d'opter pour un arrêté fédéral urgent, notamment non soumis au référendum au sens de l'article 173 alinéa 1, lettre C, Constitution, et l'article 7D, alinéa 2, lettre A, chiffre 2, LOGA. Mais à ce moment-là, cet arrêté urgent aurait dû être davantage limité dans le temps à quelques années, c'est-à-dire maximum 3 ans selon l'article 7D, alinéa 3, LOGA. Ce qui ne les arrangeait pas d'une part, car 10 ans de plein pouvoir c'est nettement mieux que seulement 3 ans, évidemment. D'autre part, les parlementaires avaient également volonté que le Conseil fédéral agisse sur la durée à leur place, ce qui est une aberration constitutionnelle et démocratique, mais pour eux un complet oreiller de paresse sans doute. En donnant ainsi l'illusion d'un libre choix au peuple, les autorités vous prennent clairement pour des imbéciles et vous manipulent à satisfaction. Allez lire la loi sur les sites officiels en ligne d'ailleurs, et ne restez pas le nez dans vos bulletins de vote si vous ne me croyez pas, et regardez par vous-même car tout est sous vos yeux contenu dans la législation. La manipulation des autorités et leur tentative de contrainte sur le peuple est juste crassement visible. Il n'y a rien à décoder, j'insiste, tout ce que je vous dis se trouve écrit noir sur blanc. La deuxième critique que j'avance, c'est le certificat sanitaire prévu à l'article 6A de la loi Covid. Il est vrai que l'on retrouve déjà des notions de passeport vaccinal international dans le message de la loi sur les épidémies et selon l'article 41 alinéa 2 lettre B de la loi sur les épidémies et l'article 23 loi sur les épidémies. Le message de la loi sur les épidémies explique qu'au moment de l'élaboration de la loi, à tout le moins, il n'y avait pas besoin d'un passeport vaccinal pour entrer et sortir de Suisse. Ces dispositions ont été prises car à l'époque, il y avait des exigences internationales concernant la fièvre jaune, une maladie plutôt tropicale ne touchant pas directement la Suisse. Donc ces dispositions vaccinales de la LEP semblent être restées lettre morte. La seule exigence pour la Suisse au moment de l'élaboration de la loi sur les épidémies était éventuellement des contrôles médicaux à l'entrée et à la sortie du pays. Bon, vous me direz qu'avec la mondialisation, il y a peut-être d'autres enjeux et que c'est vrai, je ne sais pas si on échappera à un passeport vaccinal au niveau international. Toutefois, ce qui me semble très vraisemblable, c'est que la loi Covid élargit énormément la portée et la notion d'un certificat vaccinal. La loi ne semble pas comporter de restrictions à ce sujet. Je n'ai pas lu non plus de précision dans le message de la loi Covid. Donc si on laissait planer un flou total, il laisse planer donc un flou total sur le certificat vaccinal. En définitive, il semblerait que l'on puisse même utiliser la notion de certificat vaccinal au niveau national dans les relations privées au travers de la loi Covid, ce que ne permettrait évidemment pas la loi sur les épidémies. Certificat que l'on devrait par exemple présenter chaque fois que l'on va à un concert ou à un festival par exemple. Il n'y a aucune garantie de non-discrimination sur la base de cette loi. Rien n'est noté dans la loi et donc les chances de réussite au procès en application notamment de l'article 8 Constitution
qui interdit la discrimination sont relativement faibles en soi, vu que rien n'est directement prévu dans la loi pour ne pas discriminer des personnes qui n'auraient pas de passeport vaccinal. Le passeport vaccinal est donc un vrai problème, comme d'ailleurs l'OMS l'a elle-même souligné. Je pense qu'il est plutôt mauvais d'encourager cela, surtout que la loi sur les épidémies semble une base légale suffisante pour une vaccination facultative et la mise en place d'un certificat vaccinal pour ceux qui souhaiteraient en avoir un, cas échéant pour certains voyageurs à l'étranger. Vu que la loi sur les épidémies permet la mise en place d'un passeport vaccinal international, pourquoi doubler les articles sans une volonté inavouée de nos autorités finalement? Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que le fait de penser qu'on va être juste plus libre grâce à un vaccin est certainement en grande partie de la poudre aux yeux. Indépendamment de son efficacité qui peut être mise en cause et des risques qu'il présente en lui-même, d'un point de vue purement juridique, le vaccin ne libère certainement pas complètement celui qui l'a fait. Malgré ce que semble dire avec mauvaise foi, la loi Covid à l'article 3A, je cite à nouveau, l'alinéa 1 de l'article 3A, les personnes vaccinées contre le Covid-19 au moyen d'un vaccin autorisé, dont il est prouvé qu'il prévient la transmission du virus, ne sont soumis à aucune quarantaine. Alinéa 2, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Néanmoins, sur le site de l'OFSP notamment, il est dit que si vous revenez d'un pays à risque sur la liste, vacciné ou non vacciné, vous devez faire une quarantaine. Quelle est leur justification? C'est que le vaccin vous protège vous et non pas les autres. L'OFSP le dit clairement sur son site, je cite, « La vaccination vous protège de la maladie, par contre on ne sait pas encore si la vaccination vous empêche également de contaminer d'autres personnes. » Donc vacciné ou pas selon l'OFSP, vous restez des dangers publics, quoi qu'il en soit. C'est juste pour vous mettre au courant, après à vous de voir au final si vous voulez arrêter net le cheval au galop qui s'emballe et qui vous mènera certainement à une destinée pas forcément des plus heureuses, ou si vous acceptez votre sort, votre triste sort, on pourrait dire, d'être hyper fiché, d'être super vacciné. Si vous ne donnez pas maintenant, en tout cas un signal clair de refus de la loi, il sera trop tard pour pleurer ensuite si la situation ne vous satisfait guère. Le troisième point critique de la loi Covid, c'est une critique du système de traçage TTIQ. La stratégie TTIQ vise à identifier les cas de référence à l'aide de tests de dépistage, retrouver leurs contacts ainsi que les foyers potentiellement à la source de leur infection, isoler les cas et mettre en quarantaine leurs contacts. Donc là encore, ce système imposé par la loi Covid va assurément beaucoup plus loin que le simple traitement de données médicales implanté comme principe dans la loi sur les épidémies. L'article 58 de la loi sur les épidémies donne notamment à l'OFSP la compétence de traiter des données, y compris sensibles, telles que médicales. L'article 58 alinéa 2 de la loi sur les épidémies indique cependant que la protection des données doit être respectée. Il n'y a pas de telle garantie dans la loi Covid, ni aucune autre limitation, si bien que sans doute n'importe quelle donnée peut être récoltée, traitée, sans considération quelconque de la loi sur la protection des données, notamment de ses grands principes, sécurité, but de traitement, droit d'accès, proportionnalité, etc. Enfin, je ne suis pas là pour faire un cours de droit, mais on pourrait même peut-être prétendre que vu que la loi Covid est une loi urgence, c'est une lex specialis par rapport à la loi sur la protection des données, donc toute protection pourrait être écartée dans la récolte de données et l'usage de ces données. En fait, cet article 3b de la loi Covid a une portée tellement large qu'il serait légal, grâce à cette satanée loi, d'activer automatiquement et sans votre consentement une application sur vos téléphones capable de vous tracer sans justification en temps réel et vérifier tous vos contacts, et certainement d'autres événements à des fins que j'ignore. Joie et bonne humeur, c'est bon, là la confiance règne. À nouveau, je n'invente rien, je ne sais pas où on en est au niveau informatique et logiciel espion, mais la loi donne en tout cas la possibilité d'aller très loin dans le repérage et le traçage. Bref, elle peut atteindre vraiment la vie privée des gens de manière particulièrement incisive et sans forcément de justification suffisante. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux législations, la loi Covid et la loi sur les épidémies, se contredisent dans leur politique à un certain stade. En effet, l'article 60A de la loi sur les épidémies traite du système de traçage de proximité
pour le coronavirus, dit couramment l'application Suisse Covid. L'alinéa 3 de cet article dit clairement la participation au système TP est volontaire pour tous. Les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation au système TP. Les conventions contraires sont sans effet. La loi sur les épidémies va même plus loin dans cette protection. À l'article 83, alinéa 1, lettre N, LEP, donc la loi sur les épidémies, en énonçant qu'est puni de l'amende celui qui refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système TP. L'article 60A, alinéa 3. Ça par renvoi, donc l'article que je viens de vous lire. Donc l'avantage de la loi sur les épidémies, à nouveau par rapport à la loi Covid, c'est qu'il y a au moins des garde-fous et un certain souci de proportionnalité et l'examen de la problématique qui est quand même essentielle par rapport à la loi sur la protection des données du consentement de la personne dont on traite les données et dont on récolte les données. Par contre, le Social Pass, qui est apparemment appliqué de manière contraignante par les restaurateurs, est lui directement fondé sur la loi Covid et selon une conception du système de traçage extrême et sans retenue. Ce qui est contradictoire, c'est que si le restaurateur imposait l'installation de Suisse Covid, reposant sur la loi sur les épidémies, j'insiste bien, il pourrait se faire amender pour discrimination alors qu'il semble être en contrepartie et parallèlement complètement libre avec une application de style Social Pass reposant sur la loi Covid. Sérieusement, je ne vois pas en quoi Social Pass offre une garantie complète et fondamentale de protection des données. En résumé, c'est une autre très bonne raison de refuser la loi le 13 juin 2021. Arrêtez d'être harcelés, tracés sans notre consentement, car la loi sur les épidémies reste encore respectueuse de notre consentement, alors que la loi Covid, pas le moins du monde. Il convient d'empêcher une politique fourre-tout, contradictoire et à deux vitesses. De plus, avec le Social Pass, ça y va de plus belle, c'est complètement inutile pour entraver le Covid, car le virus peut se transmettre de toute façon évidemment plus vite que des données d'une application. Par contre, ça compile des données en masse et de plus en plus. Comment explique-t-on qu'il y a maintenant besoin de nouvelles données pour le Social Pass, comme la date de naissance, alors qu'en fin d'année 2020, on n'avait pas besoin, en tout cas, d'autant de données pour retrouver des gens? C'est juste n'importe quoi, ça ne tient pas la route 2 secondes. Le quatrième et dernier point critique, c'est le versement financier aux médias. L'article 14 de la loi Covid offre des prestations à des médias. Pour information, il s'agit de médias de type privé. La taxe sur la redevance radio-télévision n'étant pas la base légale, donc, je reviens sur ce point. La taxe sur la redevance radio-télévision n'est à la base valable que pour la RTS avant l'arrivée justement de la loi Covid. Le message est très vague pour justifier les aides financières aux médias privés. Non pas que ceux-ci n'en aient pas besoin, je suis aussi pour la diversité de la presse, mais ça n'a juste, en tout cas, mais rien à faire dans la loi Covid. Cette loi sur les aides aux médias se discute depuis des années, ce que le message de la loi Covid avoue d'ailleurs. En donnant un sucre à la presse dans la loi Covid, sans faire la mauvaise langue, on peut quand même s'interroger sur les motivations de nos élus. C'est un énorme avantage d'avoir la presse de son côté. Toute dictature ou démocratie corrompue, ce qui est un peu du pareil au même, a un intérêt à acheter l'armée ou la presse. Avec la presse, c'est plus subtil, car sans utiliser la force, nos autorités peuvent assez aisément mettre l'opinion publique dans leur camp. Alors je caricature peut-être, soit, mais tout de même, il n'explique dans le message à aucun moment de manière claire en quoi le Covid a vraiment affecté la presse et en quoi leurs mesures de financement sont directement en lien avec le Covid. Ce qui ne coule pas de source, contrairement aux aides de nombreuses PME qui ont dû manifestement fermer. Par exemple, on ne voit pas en quoi les coûts de distribution régulière des journaux par la poste suisse ont été directement touchés par le Covid, vu qu'ils ils pouvaient être sans doute distribués de la même manière qu'usuellement dans les boîtes aux lettres. Ni même en quoi les agences de presse Keystone ATS et leurs abonnés ont été affectés alors qu'il s'agit d'une prestation électronique qui pouvait apparemment aussi continuer à se développer en temps de Covid. Enfin, les redevances de radio-télévision peuvent, d'après cet article 14 de la loi Covid, être étendues à des entreprises privées
de radio-télévision. Donc attendez-vous dès à présent à ce que cette taxe augmente encore, certainement aux frais du contribuable. Même si sur cette question, évidemment, on ne vous dit rien. Le pire, c'est que ni le message ni la loi n'évoquent la justification de cette aide, qui n'est apparemment rien liée au Covid, étant donné que contrairement aux justifications que doivent fournir de nombreux indépendants pour les aides, les médias n'ont manifestement pas besoin, pour leurs prestations, de démontrer une baisse de leur chiffre d'affaires ni une perte quelconque. Donc le message de la loi se contente de dire de manière honteusement laxiste que la loi sur les médias est de toute façon en préparation depuis plusieurs années et que la loi Covid peut faire avancer les choses. Oui, mais navré, ça ne résout pas le problème de faire n'importe quoi, n'importe comment, à la va-vite. À nouveau, il y a toujours un problème de gabegie totale au niveau de la fragmentation de la matière que nous sommes en train d'analyser. Les politiciens ne se cachent notamment pas de dire dans leur message que, je cite, « Les médias indépendants et efficaces sont l'épine dorsale de notre démocratie ». Tout à fait d'accord avec eux, sur ce point, ils savent l'exploiter. Le problème justement, c'est qu'avec cette loi, il y a un risque que les médias ne soient plus indépendants, à tout le moins en matière de politique Covid. C'est déjà sensible, on le sent, les médias se sont généralement jusqu'à maintenant nourris de sujets Covid et ont très majoritairement donné la parole à des partisans du Covid et de façon très mesurée seulement à des avis dissidents à contre-courant. Quand bien même les avis des opposants étaient très souvent défendables, intelligents et constructifs. Donc ce sont en définitive les critiques majeures que j'ai pu voir par rapport à cette loi Covid. Je ne me suis pas étendue, comme vous avez pu le constater, sur d'autres questions qui ont été déjà largement traitées à juste titre par les opposants à la loi Covid, notamment le fait de porter atteinte aux droits constitutionnels et fondamentaux des citoyens suisses, qui est une évidence. La loi sur les épidémies peut restreindre... Donc oui, la loi sur les épidémies peut restreindre elle aussi les vrais des droits fondamentaux, mais la loi Covid impose des mesures à double et largement plus étendues, ce qui est à mon humble avis très malsain et dangereux et de toute façon inutile vu que la loi sur les épidémies peut régir elle-même la matière de base. Ou alors il faudrait concevoir une nouvelle loi pour certaines questions spécifiques, mais une loi largement mieux structurée et délimitée que celle actuelle. La loi Covid est aussi une première au niveau du pouvoir délégué au Conseil fédéral sans retenue, illicitement et de manière large, qui peut non seulement gravement affecter les droits constitutionnels et fondamentaux, mais aussi les bases démocratiques de notre pays sur la durée. Ces bases n'ont pas à être changées à mon avis car elles ont fonctionné pendant très nombreuses années et fonctionnent toujours. Donc donner trop de pouvoir à l'organe exécutif comme le Conseil fédéral et tout centraliser pour avoir des répercussions dramatiques sur l'avenir. Je passe maintenant à la seconde partie de cet exposé dans une seconde vidéo. Merci de votre attention.